Nous allons mettre en place la formule de Brett en travaillant sur un profilé soumis à un effort tranchant TY. L'effort tranchant produit en P une distribution de contraintes tau P tangente au profil et constante dans l'épaisseur. Même observation au point Q avec une contrainte tau Q. Nous allons isoler le tronçon de tôle situé entre les points P et Q. Et dans ce tronçon, nous allons isoler une tranche d'épaisseur dx. Sur la face colorée en violet, nous retrouvons, d'après le principe de réciprocité des contraintes tangentielles, la distribution tau P dirigée suivant moins x. Nous retrouvons de la même façon, sur la face colorée en jaune, la distribution tau Q dirigée suivant plus x. Nous allons donc pouvoir écrire le bilan des actions de cisaillement s'exerçant sur le domaine isolé dans la direction x. Moins tau en P que multiplie l'aire coloré en violet, c'est-à-dire l'épaisseur en P fois dx, plus tau en Q que multiplie l'aire coloré en jaune, c'est-à-dire l'épaisseur en Q fois dx. En factorisant dx, on voit que la résultante des actions de cisaillement s'exerçant suivant x sur notre domaine est égale à moins tau P EP, c'est-à-dire moins phi P, flux de cisaillement, plus tau Q EQ, c'est-à-dire plus phi Q, le tout facteur de dx. Mais nous allons voir que ces actions ne sont pas les seules à s'exercer suivant x. Il faut se souvenir de la relation ty égale moins dmz sur dx. Cette relation nous indique que l'effort tranchant ty s'accompagne toujours de flexion suivant z. Notons que la réciproque n'est pas vraie, puisqu'on peut avoir de la flexion pure, sans effort tranchant. On aura donc en tout point de la contrainte de type sigma x, due à la présence de mz, qui va se superposer aux contraintes tau xy et tau xz, dues à ty. Cette contrainte sigma x, due à mz, a pour expression moins mz sur iz fois y, où y représente la position de la fibre par rapport au plan moyen xz. Nous avons donc une contrainte sigma x qui règne à l'abscisse x et une contrainte sigma x plus un accroissement d sigma x qui règne à l'abscisse x plus dx. Cet accroissement d sigma x est dû à la variation de mz, dmz. C'est donc moins dmz sur iz fois y. Si on remplace dmz en exploitant dmz égale moins ty dx, on obtient plus ty sur iz fois y, le tout facteur de dx. Nous pouvons donc maintenant revenir à notre bilan. Nous avions trouvé que les actions de cisaillement données comme bilan suivant x, moins phi p plus phi q facteur de dx, il faut maintenant rajouter la contribution de la contrainte due à mz, à savoir somme double sur le tronçon PQ de d sigma x, c'est-à-dire ty sur izy fois dx, multiplié par l'élément ds de surface. Du fait de l'équilibre du domaine, ce bilan est égal à 0. Nous allons arranger ce terme. Ty sur iz et dx ne sont pas concernés par l'intégration. Il reste donc à intégrer somme double de p à q de y ds. Une fois que ceci a été vu, on peut simplifier par dx pour obtenir finalement la formule de Brett. Phi en q égale phi en p moins ty sur iz, somme sur le tronçon pq de y ds. Nous allons maintenant apprendre à utiliser cette formule qui provient, comme nous venons de le voir, de l'écriture de l'équilibre suivant x d'une tranche extraite d'un tronçon de profilé situé entre deux points P et Q. Cette formule permet, comme on le voit, de relier les flux mesurés en deux points différents P et Q. Elle ne sera donc efficace que si on connaît déjà le flux en un point donné. Nous allons voir les trois situations qui peuvent se présenter. La première situation est celle d'un profilé ouvert. Le bord colorié en jaune ici étant un bord libre, aucune contrainte de cisaillement ne règne sur ce bord. On aura donc dans notre section un flux nul en A. Pour les mêmes raisons, on pourra conclure à la nullité du flux en B. La deuxième situation est celle d'un problème symétrique par rapport à l'axe Y, constitué par un caisson fermé. N'oublions pas que l'effort tranchant s'applique suivant Y. Nous avons donc ici affaire à un problème complètement symétrique en chargement et en géométrie. Plaçons-nous ici au point A situé sur l'axe de symétrie et supposons qu'il règne immédiatement à gauche de ce point A un flux phi A. Du fait de la continuité de la contrainte de cisaillement, on doit retrouver à droite du point A le flux phi A dans le même sens. Mais du fait de la symétrie,
on doit retrouver le flux phi A dans un sens opposé. On a donc ici deux affirmations contradictoires qui conduisent à écrire phi A égale 0. On pourra tirer les mêmes conclusions en B. Le troisième cas est celui d'un caisson fermé ne présentant pas de symétrie par rapport à l'axe Y. Dans ce cas, le problème est hyperstatique puisque le flux est connu à une constante près indéterminée. Il suffit de regarder la formule de Brett. L'application du théorème de Menabrea, qui comme on le sait permet de résoudre les hyperstatismes, conduit à l'écriture de somme sur le profil fermé de taux dl égale 0. On dit que la circulation de la contrainte de cisaillement, calculée sur le profil fermé, est égale à 0. Cette relation intervient comme une relation supplémentaire qui permet de résoudre l'hyperstatisme. Nous allons donc maintenant voir quelle sera la technique de calcul du terme somme double de PAQ de YDS. Il s'agit donc de calculer l'intégrale de surface sur le domaine constitué par un morceau de tôle situé entre les points P et Q. Si on désigne par SI l'aire du tronçon et par GI le centre de gravité de ce tronçon, eh bien, d'après la définition du centre de gravité, on peut écrire que la somme double de PAQ de YDS est égale à YI que multiplie SI. YI représentant la position par rapport à l'axe Z du centre de gravité GI. Donc vous voyez que les intégrales somme de YDS seront calculées très facilement en multipliant dans chacun des cas l'aire du tronçon correspondant par la position YI du centre de gravité de ce tronçon par rapport à l'axe Z. Nous allons voir maintenant un exemple d'application. L'exemple proposé est celui d'un caisson rectangulaire de dimension 200 mm par 150 mm avec des panneaux intrado et extrado d'épaisseur 2 mm et des panneaux latéraux d'épaisseur 3 mm. Ce caisson est soumis à un effort tranchant d'intensité 4950 N. Commençons par calculer le moment quadratique par rapport à l'axe Z. Pour les panneaux latéraux, on trouve 2 fois 3 que multiplie 150 au cube sur 12. Pour les panneaux intrado et extrado, 2 fois 200 que multiplie 2 que multiplie 75 au carré. Cela donne un résultat de 6 187 500 mm². Le rapport TY sur IZ est donc égal à 810.4 en newton par mm². Nous nous proposons de calculer le flux de cisaillement en 16 points répartis sur le profil, numéroté de 1 à 16. Vous voyez que le pas entre deux points situés sur les panneaux intrado et extrado est de 50 mm et le pas entre deux points situés sur les panneaux latéraux est de 37,5 mm. Comme on le voit et comme l'indique la numérotation, le parcours se fera dans le sens antihoraire, représenté par le signe plus. Pour chaque tronçon défini par les points P et Q, nous allons mesurer l'aire de la tôle, SI, et la position de ce tronçon par rapport à l'axe Z, YGI. Par exemple, pour le tronçon 1-2, colorié ici en jaune, nous notons que SI est égal à 50 que multiplie 2 l'épaisseur, c'est-à-dire 100, et nous notons que YI, qui représente la position du centre de gravité de ce tronçon mesuré par rapport à l'axe Z, est égal à moins 75. Autre exemple, pour le tronçon 6-7 colorié maintenant en jaune, la surface SI est égale à 3 que multiplie 37,5, c'est-à-dire 112,5, et la position du centre de gravité de ce petit morceau de tôle par rapport à l'axe Z est égale à 56,25. Le remplissage de ce premier tableau peut sembler fastidieux si on doit le traiter à la main, mais ce n'est pas le cas si on l'automatise en utilisant Excel. C'est donc dans Excel qu'il faut envisager de traiter ce type de problème. Maintenant que ce tableau est constitué, si nous effectuons pour chaque petit tronçon PQ le produit moins TY sur IZ qui vaut 810-4 par SI par YGI, nous obtenons les résultats encadrés en rouge qui représentent pour chaque tronçon l'augmentation du flux mesuré entre les points P et Q. On peut donc maintenant exprimer le flux en chacun des 16 points qui ont été choisis sur le parcours, en se souvenant que φ1 égale 0, car le point 1 se trouve sur l'axe de symétrie de notre problème, φ2 est égal à φ1 plus 6, φ3 égale φ2 à nouveau plus 6, φ4 est égal à φ3 plus 5,06, φ5 est égal à φ4 plus 1,69, et nous pouvons continuer ainsi jusqu'au dernier.
On remarque, et c'est un moyen de valider notre calcul, que φ9 est égal à 0, ce qui était attendu puisque le point 9 se trouve lui aussi sur l'axe de symétrie. Et on trouve également que, à partir de la valeur trouvée en φ16, eh bien, on retrouverait φ1 égale 0. Il nous reste à donner une interprétation des signes. Voyez par exemple que φ4 est positif. Cela signifie tout simplement que le flux φ4 agit dans le même sens que le sens qui a été choisi pour parcourir le profil, c'est-à-dire le sens anti-horaire. On remarque que le flux φ14 est négatif. Cela signifie que le flux φ14 agit dans le sens opposé au sens qui a été choisi pour parcourir le profil. Voyez que, comme φ4 et φ14 ont en fait la même intensité, eh bien, cela respecte bien la condition de symétrie de notre problème. Il ne nous reste plus qu'à tracer le graphe, ce qui là encore est très facile avec Excel. C'est la fin de ce chapitre sur la formule de Brett.